Bonjour à tous. J'attendais quelques petites minutes le temps que les retardataires arrivent. Merci de nous rejoindre pour ce web séminaire qui va aborder le financement de la recherche pour les biotech, medtech et healthtech. Il va être présenté par Florent Dérouville, qui est manager conseil, et Fanny Loisel, qui est consultante en financement de l'innovation chez Layton, et tous deux spécialistes des biotechnologies. Le webinaire durera environ une trentaine de minutes d'un point de vue présentation, et puis vous aurez une quinzaine de minutes de questions-réponses. Si vous avez besoin de poser vos questions pendant la présentation, n'hésitez pas à utiliser soit l'onglet Q&R ou l'onglet discussion pour poser vos questions. Soit si elles sont en phase avec le sujet abordé directement, on pourra les aborder à ce moment-là. Sinon, on les gardera pour la fin de la présentation. Je vous indique également que vous recevrez cette présentation à l'issue du web séminaire. Donc, vous aurez les contacts de Florent Dérouville et Fanny Loisel si vous avez des questions un petit peu plus poussées à leur poser. Et voilà, je vous souhaite un bon web séminaire. Florent, Fanny, si vous êtes prêts, on peut commencer le web séminaire. Parfait. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, comme le disait Romane, l'idée c'est de faire un focus sur les biotech, les medtech et les healthtech. Et donc de regarder aujourd'hui quels sont les outils en termes de financement et innovation pour aider à financer sa R&D. Le web séminaire est structuré autour des points suivants. L'idée, c'est de regarder en fonction des différentes phases du projet, comment est-ce qu'on articule les différents financements qui existent. On fera ensuite un focus rapide sur les aides et subventions et les appels à projets récents qui sont sortis dans le domaine. Un focus rapide sur la jeune entreprise innovante. Et ensuite, un point plus important sur le CIR, les différentes phases et les jurisprudences récentes, et notamment celles qui abordent la sous-traitance R&D dans le cadre du CIR. Et enfin, un dernier point sur comment utiliser les financements type CIR pour optimiser sa trésorerie avec les demandes de remboursement et potentiellement la mobilisation de créances et comment faire appel à ces outils. Si on regarde les différentes phases du projet et les financements adaptés, quand on regarde la chronologie d'un projet, en fait, on a trois grandes phases. En amont du projet et avant d'initier les dépenses, on va avoir la possibilité d'aller chercher des aides dites directes, et donc c'est les aides et subventions qui vont permettre de financer, de porter une partie directement des coûts du projet. Ensuite, on a le projet qui est lancé avec les dépenses qui sont réalisées, pendant lequel on peut avoir, dans un premier temps, le volet social de la jeune entreprise innovante. Et ensuite, une fois que les travaux ont été engagés, la possibilité de récupérer le volet fiscal de la JEI et du coup, les fameux crédits d'impôt recherche, crédits d'impôt innovation. Et après, potentiellement, des aides à l'export une fois que le projet est terminé et qu'on est en phase de commercialisation. Si on fait un premier focus sur les aides et subventions. Sur les aides et subventions, dans le domaine de la healthtech, en fait, il y a énormément, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a énormément d'appels à projets, il y a énormément de guichets de subventions qui sont possibles, et d'autant plus aujourd'hui avec le plan de relance qui est venu ajouter une brique industrialisation et maintien de l'industrialisation en plus des briques purement R&D. Il faut avoir en tête, quand on va chercher de ce type d'aide, trois grands critères qui vont être importants. La première question va être de se poser sur la maturité technologique. Et donc, plus on va être sur de la recherche amont, avec des TRL bas, plus on va aller chercher des subventions type ANR, de recherche fondamentale, des choses comme iLab et les programmes européens. Et ensuite, plus on va avancer dans la maturité technologique et les phases d'industrialisation, plus on va potentiellement aller chercher d'autres guichets de financement, comme du coup, soit au niveau de l'Europe, soit au niveau du plan de relance, notamment pour l'industrialisation. Au-delà de la maturité technologique, il y a un point important, c'est aussi de savoir si on veut porter ce projet seul ou en consortium. Parce qu'en fonction de ça, on ne va pas adresser les mêmes guichets. Et enfin, le troisième point, ça va être l'assiette, l'enveloppe des dépenses. Et donc, l'enveloppe des dépenses, en fonction du montant du programme estimatif, de la même manière, on ne va pas s'adresser au même guichet. Et donc, il faut avoir en tête ces trois premiers critères pour pouvoir être capable et être en mesure de cibler le bon guichet. Ça ne sert à rien, effectivement, de passer un temps fou à monter un dossier si on n'est d'ores et déjà pas dans les bons critères. Un point aussi important qui va souvent être déterminant, c'est les fonds propres et le business model et le business plan de l'entreprise
pour être capable de prouver qu'en plus de la subvention, la société a les moyens de mener à bien son projet. Ça, c'est le cadre effectivement général. On vous a mis effectivement quelques grands guichets qui existent aujourd'hui, notamment dans le domaine de la santé, pour lequel il y a des appels à projets. Ensuite, on a identifié, on fait un focus sur deux appels à projets avec des échéances à plus ou moins court terme. Le premier, c'est le projet Résilience Santé, qui lui vise à soutenir des projets d'investissement et de relocalisation pour renforcer des unités de production. Donc là, on est vraiment sur les aspects industrialisation, avec notamment les médicaments à usage humain, les dispositifs médicaux actifs ou non actifs, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou les médicaments vétérinaires. C'est un appel à projet avec un budget minimum important d'1 million et un taux de subvention de 50%. Donc, c'est potentiellement un appel à projet très intéressant, avec là, par contre, une échéance courte, avec un dépôt entre le 31 mars et le 1er juin 2021. Le deuxième appel à projet récent va être le concours Innov, donc là, qui, lui, est réservé aux PME, contrairement aux Résilience Santé, et qui, du coup, pour le coup, vise à soutenir les projets innovants monopartenaires avec des thématiques santé type diagnostic, dépistage et surveillance des pathologies. Avec du coup effectivement plusieurs pistes de recherche et de sujets pour lesquels on peut postuler, avec un budget plus vaste, donc qui va de 600 000 à 5 millions, avec effectivement de la subvention et de l'avance remboursable et des taux qui varient en fonction de la taille de l'entreprise entre 45 et 35%, avec là une deadline de dépôt des dossiers au 11 mai 2021. Donc ça, c'est effectivement deux exemples. Il y en a effectivement beaucoup d'autres. Ce qui est important, c'est en tenant compte des critères qu'on a évoqués juste avant, de bien cibler les appels à projets qui peuvent vous permettre de vous aider à développer vos projets. Un focus rapide sur la jeune entreprise innovante. C'est un dispositif qui est particulièrement intéressant, mais avec des critères stricts à vérifier, à valider pour le mettre en place. Déjà, jeune entreprise innovante, le dispositif porte mal son nom parce qu'il va être cantonné aux entreprises qui font de la recherche et pas uniquement de l'innovation. Et donc, ce dispositif est directement corrélé au crédit d'impôt recherche pour justement valider les critères. Vous allez avoir 5 critères qui sont cumulatifs. Il faut être créé depuis moins de 8 ans. Il faut être une PME. Il faut avoir une activité qui est réellement nouvelle. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas être issu d'une restructuration, d'une spin-off. Et donc, il faut vraiment montrer la nouveauté de l'entreprise. Et il y a des critères quant à la détention. Il faut être indépendante. Ça veut dire être détenu à 50% par des personnes physiques ou par une PME elle-même détenue par des personnes physiques. Et le dernier critère, c'est ce que je disais notamment avec le lien avec la R&D, c'est qu'il faut qu'il y ait 15% des charges de l'entreprise sur l'exercice fiscal qu'on considère, qui soient des dépenses éligibles au CIR. Et à partir du moment où on a ces 5 critères-là, on valide le statut JEU. Un point d'attention qui n'est pas toujours clair pour tout le monde, c'est que ces 5 conditions cumulatives, elles sont à remplir à la clôture de chaque exercice tout au long des 8 années après la date de création. C'est-à-dire que déposer une demande de statut JEI pour une année est considéré que pendant les 8 ans est faux. Et donc, il faut vraiment avoir ça en tête et s'assurer de ces critères-là. Avec notamment 2 critères qui peuvent venir impacter, 2 choses qui peuvent venir impacter ces critères. La première va être potentiellement des levées de fonds qui vont diluer la détention du capital et potentiellement faire sauter soit le statut de PME, soit la détention à 50% par des personnes physiques. Et le fameux seuil des 15% des charges de l'année qui doivent être des dépenses éligibles aussi. Une fois qu'on valide ces critères-là, on a 2 gains avec le volet fiscal et le volet social. Le volet fiscal va permettre d'avoir un remboursement de 100% de l'impôt sur les sociétés la première année où vous êtes bénéficiaire et de 50% la deuxième année où vous êtes bénéficiaire. Ces 2 années il n'est pas nécessaire que ces 2 années se suivent. Par contre, cette exonération est plafonnée au plafond des minimi, à savoir 200 000 € sur 36 mois glissants. Et après, vous allez avoir le volet social, avec des exonérations de cotisations patronales
pour les équipes dont le métier est principalement la R&D et ou l'innovation. Et globalement, donc ces exonérations vont pouvoir être appliquées sur l'ensemble des équipes R&D tout au long des 8 ans si vous validez les critères de la JEI. Et pour vous donner un ordre de grandeur, ça fait passer un taux de charge patronal moyen qui va se situer entre 45 et 50%, à un taux de charge qui va aller entre 13 et 17%. Donc cet impact-là, il est considérable tout au long des 8 ans potentiellement de la JEI. Donc ça, c'était pour les premiers focus sur les aides et subventions et la jeune entreprise innovante. Donc là, maintenant, on va rentrer sur le focus sur le crédit d'impôt recherche et les jurisprudences récentes sur le sujet. Donc le crédit impôt recherche, juste pour situer, avant de rentrer dans le détail des cas des biotech et medtech, en fait, c'est le dispositif fiscal de référence en France pour soutenir les investissements de R&D et il correspond à 30% de l'assiette des dépenses de R&D. Il s'agit d'un dispositif déclaratif, c'est-à-dire qui fait l'objet de CERFA qui sont déclarés avec l'alias fiscal. Si l'impôt est suffisant, le crédit d'impôt il est déduit de cet impôt. Et sinon, les entreprises qui ont le statut de PME peuvent en demander le remboursement immédiat. Alors, c'est immédiat au sens de l'administration, on en reparlera à la fin de la présentation. Et les autres entreprises peuvent en obtenir le remboursement sous 3 ans. Les projets les projets de R&D menés par vos types d'entreprises, biotech, medtech, ils se découpent sous différentes phases. On a les phases amont, les phases précliniques de prototypage, de développement de la molécule ou du dispositif médical, d'essais in vitro, in vivo. Donc cette phase-là est éligible au crédit impôt recherche. Ensuite, il y a différentes phases d'évolution du projet de recherche. La phase 1 qui est plutôt le lancement de l'essai clinique avec des essais de toxicité. La phase 2 qui a pour but de démontrer l'efficacité du traitement. La phase 3 qui compare l'efficacité du traitement au placebo ou au traitement de référence s'il existe. Et la phase 4 qui est plutôt la gestion du cycle de vie du médicament et les essais post-autorisation de mise sur le marché. Sur ces types de projets, la principale source de crédit impôt recherche, ça va être les dépenses de personnel et les dépenses de sous-traitance. Sur le personnel, on va aller chercher les équipes de R&D qui sont généralement composées de personnes qui travaillent directement et à temps plein sur le projet. Mais il faut aussi penser aux équipes qui ont des contributions transverses, contributions connexes, donc les équipes support qui vont avoir un rôle, qui vont intervenir à certaines étapes du projet et pas forcément tout le long du projet. Sur la sous-traitance, on a aussi cet aspect-là, donc la sous-traitance vraiment R&D et les activités connexes où les sous-traitants interviennent de manière ponctuelle pour certains types d'analyses techniques ou statistiques. Voilà, donc c'est vraiment les deux principaux postes de dépenses au crédit impôt recherche. Et en fait, depuis 2018, avec le guide CIR, on a un problème là-dessus puisque le guide rejette en grande partie ces activités connexes de personnel et connexes aussi de sous-traitance. Donc, toutes les équipes support et les activités connexes de sous-traitance sont rejetées sur la base de ce guide CIR, guide qui... donc voilà, le guide 2020, en tout cas le dernier, donc il est paru fin novembre. Il y a peu de modifications par rapport au guide précédent et il va à l'encontre de la récente jurisprudence. En fait, le BOI, en pratique, les contrôleurs se basent sur ce guide CIR en contrôle. En revanche, il faut savoir qu'il n'a il n'est pas valeur législative, il ne peut pas se substituer au texte. Donc, voilà, on ne peut pas se baser là-dessus en contrôle, mais malheureusement, c'est ce qui se passe généralement, les inspecteurs se basent là-dessus. Il faut l'avoir en tête, ce que dit le guide, pour pouvoir construire l'argumentaire en cas de contrôle. Donc, c'est pour ça qu'il est indispensable de suivre les évolutions de ce guide CIR et de comprendre comment il fait la répartition sur les différents types de projets, notamment les différentes phases du projet de recherche pour les biotech. En fait,
si on reprend cette frise donc des étapes du projet, le BOI, lui, pour lui, donc le texte législatif, pour lui, les phases 1 à 3 et même les phases de prédéveloppement préclinique sont éligibles au crédit impôt recherche. Il y a la phase 4 qui ne l'est pas, excepté les études épidémiologiques non obligatoires. Le guide CIR, quant à lui, donc, il fait la différence en fait, entre les coûts d'investigation clinique, qui comprennent donc, la rédaction des protocoles, des éventuels amendements, l'inclusion et le recrutement des patients, la collecte des données, l'analyse des résultats, mais aussi la rédaction d'articles scientifiques. Et en fait, le guide CIR, il demande de faire la distinction entre ces coûts d'investigation clinique et les coûts de mise en place et de management opérationnel, qui, eux, englobent le stockage et l'envoi des échantillons, par exemple, les frais d'archivage, mais aussi les frais d'administration, de gestion des essais cliniques. Et en fait, entre ces deux types de coûts, d'après le guide CIR, toujours, la frontière est assez floue et l'éligibilité, elle varie selon la formulation de l'intitulé, donc de la facture du sous-traitant, là, principalement. Donc, voilà, tout ce qui est suivi des opérations, suivi administratif ou même suivi de l'étude, ce sont des choses qui peuvent être retoquées en cas de contrôle sur cette base d'intitulé et qui, alors qu'elles peuvent être défendues si on se base sur le BOI. Le guide CIR, il pointe aussi la valorisation de temps de personnel, on va dire support, notamment les attachés de recherche clinique. Et en fait, il faut pouvoir départager pour ces personnels leur temps passé sur la partie investigation de leur temps passé sur des tâches administratives. Donc là, on a quand même une opposition flagrante entre un texte législatif, une doctrine administrative qui nous dit que c'est bon, et un guide du CIR qui n'est pas opposable en contrôle, mais qui est utilisé par les inspecteurs pour venir découper de manière floue et exclure une grande partie des dépenses de sous-traitance et des dépenses passées sur ces études. Et en fait, ce schéma, il s'applique aux essais cliniques, mais aussi à d'autres types d'essais, sur les dispositifs médicaux, mais aussi dans les domaines nutrition, cosmétique, santé animale, agroalimentaire, où on a toujours cet aspect de distinction entre les coûts d'investigation clinique et les coûts de mise en place et de management. C'est ça. Il faut savoir que du coup, le guide du CIR met en fait en exemple très clairement le découpage pharmaceutique par phase, mais écrit noir sur blanc que même si on n'appelait plus forcément ça des phases 1, 2, 3, 4, fait le parallèle avec ces autres activités des medtech et des activités dans la santé. Et donc, derrière, on vous a fait un focus sur les nouvelles jurisprudences qui sont apparues et qui, en fin d'année 2020 et qui permettent de défendre la position du BOI, donc du texte de loi, et non du guide CIR. Donc, on a sélectionné celles qui concernent le plus votre activité, qui sont spécifiques aux activités de sous-traitance. Donc, la première, elle concerne la sous-traitance d'activités connexes. Dans ce cas, le Conseil d'État a statué en fait que bien qu'une prestation de R&D ne soit pas une opération de R&D à part entière, cette opération, elle est éligible au crédit impôt recherche du donneur d'ordre dès lors qu'elle est indispensable à la poursuite de projets qui sont eux-mêmes éligibles au CIR. Là où en fait, le guide CIR indiquait que les travaux sous-traités devaient correspondre à une opération de R&D à part entière. Donc, par conséquent, le donneur d'ordre, lui, il peut inclure dans son assiette la prestation si elle est individualisée et nécessaire à une opération de R&D. Et bien sûr, il y a toujours la condition si elle est réalisée par un organisme privé agréé ou un organisme public. Plus concrètement, la conséquence pour les biotech, c'est en fait que vous pouvez, suite à cette jurisprudence, valoriser des prestations d'analyse qui auparavant pouvaient être retoquées, et les phases cliniques que le guide CIR exclut et que le BOI valide, ce qu'on a vu sur la slide précédente, peuvent être intégrées à condition toujours d'avoir un lien explicite avec le verrou, avec les travaux qui sont réalisés, et vraiment de pouvoir décrire et expliquer
en quoi l'opération de R&D est liée l'activité sous-traitée est liée à l'opération de R&D. Le second point, ça concerne la sous-traitance en cascade ou la sous-traitance de rang. En fait, dans ce cas de figure, le Conseil d'État a tranché qu'il appartient à l'organisme agréé, lorsqu'il sous-traite lui-même une partie de ses travaux, en rang 2, donc à un organisme non agréé, de distinguer auprès du donneur d'ordre la part des travaux qui sont réellement effectués par chaque entité, afin d'éviter une double reprise en compte des dépenses au CIR. C'est peut-être plus simple à comprendre si je vous montre un schéma. Donc en fait, si vous êtes le donneur d'ordre et que vous sous-traitez une prestation à un sous-traitant agréé au CIR, et que ce dernier sous-traite lui-même une que vous lui avez commandée, il y a plusieurs cas de figure. Soit le sous-traitant de rang 2 est un organisme public ou un organisme privé, mais également agréé au CIR. Dans ce cas, l'ensemble de la facture peut être pris en compte dans votre calcul du CIR. Si c'est sous-traitant de rang 2, assure aussi la coordination de vos travaux de recherche. Si les sous-traitants de rang 2 sont un organisme privé non agréé au CIR ou une société hors espace économique européen, il sera possible de prendre en compte en fait que la part de la facture réalisée par le sous-traitant agréé, donc vraiment celui qui est juste sous le donneur d'ordre. Donc là-dessus, il est important effectivement de pouvoir faire la part des choses. Et au final, en contrôle, le point de contrôle d'un inspecteur, ça va être les factures et les contrats de vos sous-traitants. Donc très concrètement, si le contrat de votre sous-traitant, il n'y a pas de sous-traitant de rang 2 qui apparaît et que c'est une prestation éligible, vous allez pouvoir inclure l'ensemble de la facture. Maintenant, si cette sous-traitance de rang 2 apparaît dans la facturation et dans le contrat, eh bien, il faut faire attention à ce point particulier avec les trois cas de figure, qu'on évoque. Et c'est notamment très vrai pour les études cliniques et les centres d'investigation qui peuvent être hors de l'espace économique européen, avec une refacturation sous-traitant agréé qui refacture ensuite vers le donneur d'ordre. Et donc, cette jurisprudence va venir exclure toutes ces dépenses qui sont hors de l'espace économique européen. Donc, pour ça, on a quelques préconisations. Dans un premier temps, c'est de faire attention à la notion de territorialité des dépenses. Dans les contrats avec les prestataires, les activités menées par chacune des parties doivent être clairement définies. Il faut aussi pouvoir distinguer clairement les frais de gestion des frais d'investigation clinique sur les factures, donc avoir des lignes distinctes. Éviter les factures globales, une facture qui indique qu'un pourcentage de la facture annuelle a été payé ou qu'il s'agit du forfait correspondant à tel mois pour telle étude. Vraiment avoir quelque chose de détaillé. La facture, elle doit faire référence à l'étude pour laquelle sont effectuées les prestations, ainsi que, idéalement, sa phase en lien avec la nomenclature, phase 1, 2, 3, phase préclinique. Il faut aussi éviter autant que possible les intitulés qui peuvent porter à confusion, tels que des termes très génériques, suivi, gestion, forfait, management. Et il est important aussi de faire figurer dans les documents contractuels les différentes phases d'investigation et de faire apparaître les étapes de gestion et de management. Et enfin, un point aussi qui est apparu surtout cette année, c'est pouvoir justifier, donc comme on le disait auparavant, justifier toujours la contribution scientifique et le lien avec le verrou pour chaque sous-traitant. Après, deux points complémentaires avec un focus sur la sous-traitance vers les organismes de recherche publics. Certains organismes de recherche publique ont tendance à faire des contrats cadres de collaboration qui précisent un concours général d'assistance et de travaux de recherche. Ces contrats cadres ne spécifient pas forcément exactement le projet de l'année sur lequel ils vont travailler avec vous. Et donc, c'est aussi un point important quand on précise qu'effectivement que la facture et le contrat doivent spécifier le projet. C'est extrêmement important pour éviter de se faire rejeter en cas de contrôle. Et donc, si on a une opération qui est régie par un contrat cadre, pensez à chaque année prévoir une annexe ou un avenant qui prévoit les détails et les sujets sur lesquels le partenaire public intervient ou va intervenir.
L'autre point d'évolution du dispositif, qui n'est pas une évolution de jurisprudence, mais qui est une évolution législative du texte, c'est pour le moment l'arrêt du doublement des dépenses pour les organismes de recherche publique à compter du 1er janvier 2022. C'est une évolution qui a été votée dans le projet de loi de finances 2021, qui est aujourd'hui contesté par beaucoup d'acteurs publics, et notamment la NRT, et qui a été contesté par France Biotech. Mais voilà, aujourd'hui, avoir en tête que le doublement des dépenses pour les organismes de recherche publique est pour le moment arrêté à partir du 1er janvier 2022. Ce qui veut dire aussi pour vous et vos... Comme c'est des organismes qui ont tendance à ne pas être hyper proactifs sur cette facturation, à bien avoir ça en tête sur l'année de 2021 pour s'assurer que les prestations de l'année soient bien facturées sur l'année. Si on, du coup, on termine ce website avant de passer sur la phase de questions sur l'optimisation de sa trésorerie, du coup, c'est effectivement comment aujourd'hui arriver à se servir du crédit d'impôt recherche comme un outil de trésorerie. Ce qu'on a vu effectivement dans la chronologie du projet au début du WebSem, c'est qu'il faut avancer les dépenses pour pouvoir ensuite, en année N+1, déclarer son CIR avec sa liasse fiscale et en demander le remboursement. Remboursement qui peut ensuite être plus ou moins long. On va voir un focus sur le remboursement dit immédiat du CIR. Il existe aussi également une possibilité de faire préfinancer son CIR en cours d'année ou de mobiliser son CIR une fois que l'année est finie, et notamment via Neftis, qui est donc spécialisé dans la monétisation de créances CIR. Si on regarde le remboursement du CIR et le parcours administratif, il se fait en 3 étapes potentielles. Vous allez d'abord déclarer vos CERFA qui vont être enregistrés auprès de votre SIE, donc vos services des impôts. Cette demande est transmise derrière au pôle contrôle expertise, le PCE, où un inspecteur va être assigné au dossier et va en faire l'instruction. En gros, alors ce seuil-là va dépendre des SIE et des régions, mais en gros, si votre demande de CIR est inférieure à 50 000 €, ce qui est rarement le cas, notamment dans le domaine de la santé, il n'y a pas besoin d'étapes complémentaires. La demande est validée, passée en comptabilité et le virement est fait. Si votre demande est supérieure à 50 000 €, cette instruction de l'inspecteur, elle est ensuite transmise à la direction, donc la division du juridique et du contentieux, où le travail et l'analyse de l'inspecteur est vérifié, validé, puis l'ordre de virement signé pour être transmis avec un passage en comptabilité. Le problème avec ce circuit-là, c'est la longueur des échanges avec le PCE et potentiellement des itérations multiples et des interlocuteurs durs à joindre. Et ensuite, un effet très souvent de goulot d'étranglement au niveau de la direction et des délais pour signature qui peuvent dans certains arrondissements ou certaines villes exploser. Aujourd'hui, et donc depuis la semaine dernière, le gouvernement a annoncé la possibilité d'une déclaration anticipée du CIR. Donc, ce n'est pas l'annonce qui avait été faite pendant le premier confinement qui était de se dire qu'ils allaient rembourser de manière immédiate l'ensemble des créanciers, ce qui avait plus ou moins marché dans un premier temps. Mais cette possibilité, elle vous permet en fait de déclarer votre CIR avant clôture de votre liasse fiscale, à partir du moment où vous êtes capable de montrer que vous n'aurez pas d'IS cette année. Et donc, ça permet déjà de gagner 1 ou 2 mois sur le timing de votre déclaration. Ceci étant dit, ça ne vous empêchera pas de passer par l'ensemble de ce parcours de remboursement. La première, du coup, le conseil principal qu'on peut donner là-dessus, c'est d'anticiper la justification financière et technique de vos CIR et d'essayer de prendre contact autant que possible avec le pôle de contrôle d'expertise, avec la direction, qui sont eux particulièrement durs à joindre, pour savoir où en est le dossier, arriver à rentrer en contact avec l'inspecteur qui l'instruit pour être capable d'échanger directement avec lui, voir les questions qu'il a et éviter un ping-pong de courrier interposé qui, lui, peut vous faire perdre des mois. Une autre alternative, du coup, c'est de faire préfinancer son CIR ou mobiliser sa créance CIR via notamment Neftis, qui est un partenaire de Layton, qui est un processus en fait, de cession de créances
de financement de votre CIR. Donc, les conditions, effectivement, pour faire appel à Neftis sont d'avoir une créance par année exercice fiscal en cumul CIR, crédit d'impôt innovation de 100 000 €, de ne pas être soumis à l'IS, d'assurer d'avoir une continuation d'exploitation et sécuriser jusqu'à la déclaration du CIR. Donc, en fait, pour pouvoir céder la créance et rentrer et activer ce dispositif, Neftis a besoin de s'assurer que on va effectivement déclarer les CERFA et officiellement céder la créance. Et du coup, s'assurer que la créance CIR est sécurisée et donc pour ça, validée par un audit. Et donc nous, en tant que partenaire Neftis, c'est notre rôle pour les clients Neftis et notre rôle pour les clients Layton qui font appel à ce dispositif. Les modalités de financement, c'est que en fait, Neftis va vous financer, vous allez céder votre créance, il va vous financer 92,5% du montant de CIR sécurisé, avec une retenue individuelle, donc une marge de sécurité de 5%, qui vous est remboursée avec les sommes non financées quand Neftis va percevoir le remboursement de votre CIR. Et 2,5% de retenues collectives qui sont restituées. Donc, c'est une garantie collective pour l'ensemble des opérations et qui sont restituées à la liquidation du fonds d'investissement qui rachète les créances et qui est le fonds derrière Neftis. En gros, les étapes, vous pouvez faire une simulation en ligne sur leur site, donc qui est très simple et très rapide, avec un dossier à compléter. Il y a un passage en comité Neftis qui permet de valider le fait qu'ils sont prêts à y aller et à du coup racheter votre créance. Et ensuite, du coup, il y a ce fameux audit du CIR pour valider que la créance est sécurisée et déterminer les montants sécurisés. Et ensuite, une signature électronique et un déblocage des fonds. L'avantage de cette solution-là, c'est qu'elle permet de débloquer des fonds en 3 à 5 semaines. Et notamment quand on est client Layton, l'avantage, c'est que de par notre proximité avec eux, c'est des durées qui peuvent être compressées au maximum à 3 semaines et avec du coup l'absence de frais d'audit puisque comme on est un partenaire de confiance, Neftis nous fait confiance pour déterminer les montants qui sont sécurisés et qui vont pouvoir être financés.